Le 28 novembre est un jour férié en République du Congo. Et parfois, beaucoup de Congolais se demandent encore pourquoi. Lorsqu'on nous dit que c'est la proclamation de la République du Congo, les gens sont parfois confus. Ils ont un peu du mal à comprendre. Proclamation de la République du Congo, indépendance, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? En effet, l'indépendance en République du Congo, la date c'est le 15 août. Et la proclamation est totalement différente de l'indépendance. Mais, je vous l'accorde, c'est un peu ambigu. Et justement, ça tombe bien, je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui viennent de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour d'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Jingle. Donc déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que la proclamation de la République du Congo vient avant l'indépendance. C'est donc le 28 novembre 1958 que la République du Congo va porter pour la première fois ce nom de République du Congo. Ce statut ne lui permet pas encore d'être indépendant, mais vous allez comprendre le pourquoi puisque c'était un processus et que la France voulait à tout prix continuer à garder un certain contrôle. Et je tiens à le rappeler, d'ailleurs, à ce moment-là, le Congo n'est pas le seul pays à être dans ce genre de situation. C'est-à-dire que vous avez tous les pays de l'AEF et la plupart des pays de l'AOF. Donc, si vous ne savez pas, l'AEF, c'est l'Afrique équatoriale française, l'AOF, l'Afrique occidentale française. Vous retrouverez la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest dans l'AOF et la plupart des pays d'Afrique centrale dans l'AEF, notamment ce qu'on appelait l'Oubangui-Chari, Gabon, République du Congo principalement. Et donc, dans ce cas de figure-là, il va y avoir justement des nations qui vont accepter d'être filles de la France et des nations qui vont même décider de partir, de quitter finalement cette forme d'autonomie ou voilà, demander leur indépendance de manière claire. Mais vous devez comprendre que tout ne commence pas là parce que ce serait trop simple, juste comme ça en 1958. Allez, par le biais du hasard, les gens veulent changer les choses. On va comprendre un peu le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le Congo arrive au point de faire sa proclamation de la République du Congo? En réalité, tout commence un peu plus tôt avec un homme qui s'appelle André Grenard Matswa. Pour ceux qui ne le savent pas, André Grenard Matswa est un homme qui a été une grande figure de la résistance coloniale en République du Congo. Et André Grenard Matswa, en 1926, avait créé donc l'Amicale, une association qui regroupait la plupart des personnes un peu de l'AEF qui étaient notamment dans la diaspora en France. Donc déjà à cette époque, il y avait énormément de personnes qui étaient dans la diaspora en train de se former pour l'administration coloniale. Et ces derniers, donc avec André Grenard Matswa, qui va prendre l'initiative de créer l'Amicale pour commencer à défendre les intérêts des colonies françaises dans l'AEF et dans l'AOF. Et donc l'objectif était voilà de discuter d'un certain nombre de questions liées à la gestion coloniale. Et très clairement, Matswa critiquait ouvertement l'administration coloniale française. Matswa trouvait que ce n'était pas normal, il fallait que les Africains puissent gagner leur autonomie. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu d'être surveillé et persécuté tout au long de sa vie. Pour Matswa, tout ce qu'il demandait, c'était la fin des discriminations, c'est-à-dire que les Africains devraient être respectés, les Africains devaient avoir des droits, puisqu'à l'époque, les Africains n'avaient aucun droit de manière générale. Et donc, ce n'était pas normal pour Matswa. Comment ça, on peut être dans un pays, on n'a pas le droit de décider des choses, on ne peut pas voter. Et Matswa se battait pour ce genre de choses-là. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'abus, il y avait le travail forcé, beaucoup de captation, donc ce n'était pas aussi simple que vous l'imaginez. Mais Matswa, justement, avait pour objectif de trouver les moyens nécessaires pour pouvoir sortir la République du Congo, mais pas que, et avec les autres dans l'amicale, de pouvoir sortir la plupart de leur pays de ce piège. Mais une chose doit être claire, Matswa ne prenait pas directement l'indépendance, parce qu'il savait que ça n'allait pas être simple. Vous savez, à cette époque, les méthodes étaient très drastiques. Donc, passer vers l'indépendance, on sait qu'il peut y avoir des guerres, on sait qu'il peut y avoir des choses, et donc Matswa voulait trouver justement le compromis, le bon moment qui permettrait justement à la République du Congo de pouvoir se détacher petit à petit de la France sans que ce soit de manière brutale. Justement, Matswa souhaitait créer justement un système qui va permettre aux Congolais ou aux Africains de manière générale de pouvoir montrer qu'ils valent quelque chose, qu'ils puissent décider d'un certain nombre de choses, participer à des votes si nécessaire, parce qu'il voulait qu'il y ait de la gouvernance dans le territoire. D'ailleurs, faites-moi savoir si ça vous intéresse de connaître un peu l'histoire d'André Grenard Matswa. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus dans des semaines à venir. Malheureusement, comme vous le savez, en raison de toutes ces revendications, comme la plupart d'ailleurs des grands leaders de la République du Congo et des grands leaders de la résistance, j'ai envie de dire, face aux colons français, le sort est souvent toujours le même. Il a été arrêté, comme d'habitude, mis en prison jusqu'à ce qu'il décède en prison justement en 1942. Et donc on comprend bien que ce mouvement de Matswa ne va pas s'arrêter là. Plusieurs personnes vont continuer à revendiquer justement un certain nombre de choses déjà qui étaient précédées par André Grenard Matswa. Et les pressions devenaient tellement grandes qu'il fallait à un moment donné trouver une porte de sortie. C'est-à-dire que plus
plus les années avançaient, plus on sentait dans la population africaine, mais surtout là, pour le cas de la République du Congo, dans la population congolaise, une envie de vouloir se détacher de cette France-là qui était en train d'oppresser les peuples. Et il fallait bien que la France trouve un moyen de sortir de là. Bien entendu, on est en 1956, la France doit s'adapter par rapport à cette difficulté. La France doit déjà s'adapter premièrement, pourquoi? Parce que il y a d'abord la création de l'ONU. L'ONU veut aussi gagner en crédibilité. L'ONU qui a été créée juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale veut gagner en crédibilité. Donc l'ONU va mettre un certain nombre d'éléments, notamment de droits de l'homme, et veut justement pousser, inciter un certain nombre de pays d'abandonner certaines méthodes pour qu'elles puissent gagner en crédibilité en tant qu'organisation. Vous aviez par exemple en Inde où justement il y a eu le cas de l'indépendance de l'Inde en 1947 déjà, avec l'appui notamment de l'ONU que l'Angleterre a dû céder sous la pression des Indiens. Et il y a un autre problème, c'est-à-dire que là on a vu le cas de l'ONU, mais l'autre problème c'était déjà les problématiques aussi internes qu'il y avait déjà au sein de la France même. Vous devez savoir qu'il y avait déjà plusieurs crises de la 4ème République et je vous rappelle encore qu'il y a eu même des guerres aussi qui ont justement affaibli la France. Il fallait trouver tous les moyens nécessaires pour éviter justement que les gens se révoltent. Il fallait trouver les moyens de moderniser ce système colonial qui était vraiment obsolète parce qu'on se retrouve par exemple dans le cas de la guerre d'Indochine entre 1946 et 1954. Et si vous vous rappelez, c'était aussi le début de la guerre d'Algérie en 1954. Donc la France était compliquée. Vous imaginez bien que de 39 à 45, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Juste après, en 46, c'est parti la guerre d'Indochine jusqu'en 54. Et juste après, là, en 54, c'est direct parti la guerre d'Algérie. C'était un cumul, donc des révoltes à peu près partout. Il fallait trouver donc des moyens pour éviter de perdre aussi toute cette partie de l'AEF et de l'AOF. Parce que, bien entendu, la domination coloniale commençait à avoir vraiment ses limites. Et le dernier point qui les a aussi poussés à s'adapter, bien entendu, c'est principalement ça d'ailleurs, la pression. La pression africaine était énorme. Vous devez savoir qu'à cette époque, il y avait déjà l'émergence de beaucoup d'élites en Afrique de manière générale qui ont été formées dans l'administration, qui eux-mêmes commençaient à prôner justement le détachement de la France. Je vous rappelle que vous avez des gens comme Houphouët-Boigny par exemple qui était en Côte d'Ivoire. Vous avez le cas par exemple en République du Congo de Jacques Opango. Vous avez le cas de Fulbert Youlou. Au Sénégal, vous avez le cas de Sédar Senghor. Vous avez le cas de Barthélemy Boganda. Donc il y avait énormément de personnes qui déjà commençaient à vouloir à ce que la France puisse lâcher totalement ces colonies-là parce que ce n'était plus le temps où on devait vivre encore sous tutelle de la France. Et donc, vous avez un homme qui se rend compte de la situation et il se dit, mais les pressions sont trop grandes, il faut vraiment trouver un moyen de sortir de là. Et cet homme s'appelle Gaston Defferre. Gaston Defferre est à ce moment-là justement ministre de la France des Outre-mer en 1956. Et donc, Gaston Defferre veut inciter, il veut mettre en place une révolte qui à son sens était vraiment important, une révolte, je cite d'ailleurs, qui permettait de donner plus d'autonomie administrative et économique aux colonies pour prévenir des revendications interdépendantistes immédiates, de moderniser l'administration coloniale en transférant des pouvoirs et des décisions aux Africains via des institutions locales, rendre le système colonial compatible avec les aspirations des populations locales et les attentes internationales. Comme vous pouvez le voir, une petite portion de Gaston Defferre qui explique lui-même le problème. Si la France n'avait pas fait ça, la France allait finir par perdre ses colonies et il fallait anticiper. Regardez. Je pense que cette loi cadre est une étape importante, une étape qui sera de très longue durée, mais ce ne sera certainement pas quelque chose de définitif et les rapports entre la métropole et les territoires d'outre-mer évolueront encore dans l'avenir. À quelle cadence, à quel rythme, dans combien de temps, il est impossible de le prévoir. C'est bien que éventuellement vous envisageriez que les liens politiques actuellement établis ne sont essentiellement qu'un moyen de maintenir des liens culturels, des liens humains et des liens économiques avec ces territoires d'outre-mer. En vérité, je pense que ce qui est très important, c'est que dans un même territoire, des Français et des autochtones, des blancs et des noirs puissent vivre en bonne intelligence. Et que tant que les Français pourront vivre au Sénégal, au Soudan, en Guinée, au Niger, au Gabon, et être en très bon terme avec la population, tant qu'on continuera à y enseigner le français, tant que c'est notre monnaie qui circulera, les liens resteront très solides entre ces territoires et nous. Et je pense que ce n'est pas avec des liens constitutionnels, que ce n'est pas avec des textes écrits que l'on réalisera cela, que c'est par une action humaine et par des gestes, par des actes, que l'on pourra faire en sorte que les Français et les populations de ces territoires d'outre-mer restent unis. Hubert de Ravenel, vous avez une question également Est-ce que posée? vous avez déjà eu, Monsieur le Ministre, des échos de la part de représentants des pays et qui ont pu vous dire ce qu'ils pensaient là-bas de la loi cadre telle qu'elle a été votée, de la loi cadre qui régira les rapports de la métropole avec les territoires d'outre-mer? Oui, j'ai eu des échos extrêmement sympathiques. Les représentants et la population des territoires d'outre-mer sont heureux que la France n'ait pas attendu qu'il soit trop tard pour agir et pour créer les institutions qui leur permettront de participer à la gestion de leurs propres affaires
et qui les associeront davantage à cette gestion en commun avec la France. Cette réforme est rentrée en vigueur le 23 juin 1956. Et bien entendu, elle a été élaborée par Gaston Defferre avec l'appui de Félix Houphouët-Boigny. Et d'ailleurs, c'est comme ça cette loi cadre qu'ils ont appelée la loi cadre Defferre. Si vous tapez sur internet, vous pourrez trouver assez facilement loi cadre Defferre. Vous trouverez aussi d'ailleurs un certain nombre de liens en description. L'objectif était de mettre en place une décentralisation de pouvoir de la métropole envers l'Afrique. Et bien entendu, avec un certain nombre de mesures de décentralisation administrative aussi. Donc il fallait que finalement se détacher d'un certain nombre de choses pour que les gens dans des colonies puissent maintenant s'imprégner leur propre pays, qu'ils puissent eux-mêmes commencer à prendre un certain nombre de décisions locales. Tant que ça reste local et que ça permet quand même à la France de garder une forme de paternité, ça arrange la France. Sauf que beaucoup de territoires de l'AEF et de l'AOF avaient des réactions variées. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. D'ailleurs, vous avez quelques pays qui avaient décidé, notamment la Guinée, de prendre son indépendance et de refuser tout ça. Donc il y avait des pays qui voyaient justement tout un intérêt, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais les pays comme la République du Congo n'y voyaient pas forcément l'intérêt à 100% parce qu'ils se disaient non, on a l'impression que c'est pas très clair, on n'a pas vraiment acquis une forme d'indépendance qui nous permette de faire ce que l'on veut. Ce qu'a fait Gaston Defferre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que la République du Congo à ce moment-là est un petit pays avec une petite population. Donc elle craignait justement de souffrir économiquement. Il craignait justement d'être un peu marginalisé dans un système qui sera un peu fédéral. Ça tombe bien. Comme la loi Gaston Defferre n'est pas suffisante, ça n'a pas duré longtemps. La loi Gaston Defferre, c'était en 1956. On arrive tout juste 2 ans après, en 1958. Vous avez donc le général de Gaulle qui décide de changer la constitution de la France pour passer à la 5e République. Et donc, dans cette 5e République, il était prévu une sorte de création finalement d'une communauté. Une communauté française, c'est-à-dire qu'une structure politique qui est censée maintenir justement des colonies dans un cadre semi-autonome. C'est-à-dire que l'objectif est d'avoir une communauté française dans une structure politique qui va maintenir finalement les colonies dans un cadre semi-autonome. Donc ça veut simplement dire qu'on vous donne un peu d'autonomie comme vous le demandez, mais on ne vous laisse pas libre. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Donc tout cela devait se faire sous le contrôle de la France en réalité. C'était donc là la proposition de la France et il y avait donc 2 choix. La première, c'était donc d'accepter d'adhérer à la communauté française, ce que le Congo d'ailleurs va accepter de faire. Et le deuxième cas, c'était de rejeter justement cette adhésion à la communauté française. Et donc le rejet voulait simplement dire l'accession à l'indépendance de manière directe, ce qui veut simplement dire une rupture totale avec la France. Beaucoup de pays, comme la plupart d'ailleurs avec le Congo, ont décidé d'adhérer finalement à la communauté française. Alors les gens vont peut-être se dire, mais pourquoi finalement ils l'ont pas fait en 58? Mais vous allez comprendre le pourquoi. L'objectif des élites congolaises à cette époque, ce n'était pas d'avoir une certaine rupture directe et frontale avec la France. C'était de trouver les voies et moyens qui allaient permettre à la République du Congo de pouvoir sortir, mais de manière beaucoup plus douce, parce qu'ils savaient les méthodes qui étaient de la France. Et vous demanderez aux Guinéens justement qui ont demandé à quitter justement, à ne pas intégrer cette communauté française, qu'est-ce que ça a donné comme dégâts. Donc les Congolais, eux, avaient déjà anticipé cette situation que potentiellement les Guinéens n'avaient pas anticipé. Alors, est-ce que les Guinéens avaient mieux fait ou les Congolais? La question n'est pas là. Mais le but, c'est de comprendre le pourquoi est-ce que ces derniers ont donc décidé d'intégrer la communauté française. Et donc, le 28 septembre 1958, le Congo va donc massivement voter pour un oui à l'adhésion à la communauté française. Il y a un certain nombre de personnes qui ont milité justement pour que les gens puissent voter ce oui. Alors, est-ce que c'était des vrais votes ou pas? Là n'est pas la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait cette adhésion à partir du 28 septembre. Tout juste 2 mois après, nous sommes donc le 28 novembre 1958. Le territoire du Moyen Congo devient donc la République du Congo, une entité autonome au sein de la communauté française. C'est donc à partir de là qu'il décide de devenir République du Congo. Il y a donc une assemblée constituante qui est créée, l'objectif étant de préparer une certaine transition politique pour que tout soit maintenant géré par des Congolais. Il y a un gouvernement local qui est mis en place, qui est d'ailleurs dirigé par les Congolais eux-mêmes, mais la France continue de garder un certain nombre d'affaires de la République du Congo, notamment dans 2 domaines clés. Premier domaine, la défense. Deuxième domaine, la monnaie. Alors vous savez, un pays qui n'a pas de défense, n'a pas de monnaie, n'est pas un pays en réalité. Je dis ça, je dis rien de plus. Et donc les amis, bien entendu, pour que tout ça soit possible, il y a eu 3 acteurs majeurs d'abord. Vous aviez le premier, c'est monsieur Fulbert Yulu. Fulbert Yulu, si vous le savez pas, c'est un ancien président de la République du Congo, prêtre catholique et homme politique, comme vous le savez, qui a joué un rôle très important dans cette transition. La deuxième personne, c'est monsieur Jacques Opango. Jacques Opango, qui était un opposant farouche à Fulbert Yulu, qui s'est rendu compte
compte que face à cette situation, il fallait s'adapter. Voilà là l'intelligence de ces hommes, même si ça donnait un peu quelques dégâts avant. Mais bon, vous allez comprendre quand même que Jacques Opango avait décidé de s'adapter face à la situation pour qu'il puisse sortir d'abord le Congo de cette emprise de la France. Et la troisième personne que vous connaissez très certainement, Monsieur Jean-Félix Tikaya. Monsieur Jean-Félix Tikaya, c'est le premier député congolais de l'Assemblée nationale française. Et justement, Monsieur Félix Tikaya était un homme majeur parce que c'est lui qui défendait déjà les intérêts du Congo depuis la France, puisqu'il est devenu député depuis 1940. Donc on peut dire qu'effectivement, Félix Tikaya avait continué un certain nombre de travaux qu'avait déjà laissé Monsieur André Grenard Matsoua. Et bien entendu, il y a un certain nombre d'élites administratives, hein. Il n'y a pas que ces trois personnes, mais voilà, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été derrière, qui ont fait en sorte à ce que toute cette chose arrive, pour qu'on en arrive à ce 28 novembre 1958. Alors pourquoi est-ce qu'il décide de donner justement ce nom République du Congo? Eh bien c'est très simple. Premièrement parce que République du Congo, c'est d'abord une volonté, une affirmation politique. Parce que s'appeler République, c'était déjà quelque chose d'important et c'était pour eux un tournant pour montrer que nous avons déjà eu le statut République. L'objectif à l'avenir, c'est d'acquérir l'indépendance. Deuxièmement, comme vous connaissez déjà notre histoire, hein, tout l'héritage que nous avons culturellement du fleuve et des royaumes, ça leur a permis de se dire que c'était une bonne idée d'essayer de faire une sorte de reconstitution d'un certain royaume qui aurait existé bien avant, comme vous le savez. Donc ils ont gardé le nom Congo, mais en mettant maintenant République. Et troisièmement, c'était aussi une décision collective d'un certain nombre de chefs politiques locaux, et donc c'est normal, ils ont décidé de l'appeler République du Congo. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'était un bon nom? En tout cas, nous sommes les premiers à appeler ce territoire République du Congo, je le rappelle, 28 novembre 1958. Alors, bien entendu, cette proclamation a eu des conséquences. Elle a d'abord eu une conséquence accrue sur l'indépendance que nous allions avoir plus tard en 1960, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le Congo a pu avoir donc ses institutions propres, faire un peu ce qu'elle voulait de sa propre politique. Alors, bien sûr, plus tard, il y a eu quand même les tensions entre Fulbert Youlou et Jacques Opango, mais le sujet aujourd'hui, ce n'est pas celui-là, c'est simplement pour dire que ça a eu aussi des conséquences dans ce sens-là. Bien sûr, le Congo a donc maintenu les relations avec la France. Est-ce que c'était quelque chose de positif à ce moment-là ou quelque chose de négatif? Je vous laisserai juger de vous-même, mais je pense que c'était peut-être nécessaire de ne pas sortir avec une certaine forme de brutalité. La manière de sortir en 60 comme c'était prévu est peut-être la meilleure manière, puisque ça n'a pas donné beaucoup de dégâts. Et donc, c'est bien pour cela que tous les 28 novembre, nous commémorons le nom de la République du Congo, puisque c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu ce statut de République du Congo. Et donc, si vous rencontrez encore une fois de plus vos enfants, vos sœurs, vos frères qui sont ignorants de cette information, sachez que chaque 28 novembre, lorsque c'est férié en République du Congo, c'est pour la commémoration de notre statut de République. C'est à partir de là que nous avions décidé de nous détacher de la France petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous saviez déjà toute cette histoire, mais tant mieux. Si vous ne saviez pas, en tout cas, c'est le moment d'enseigner à vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, même à vos grands frères parfois. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.